a pas beaucoup. Okay, la majorité des gens, elle est ici. D'accord? Là, c'est la probabilité de l'avoir, et là, c'est la taille. Alors, bon, ouais, ok, on peut parler de pièces, on peut parler de gens. C'est quoi le rapport avec notre beefsteak? Hein? On va y venir, ne vous inquiétez pas. Bien sûr. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir de ce machin, c'est que finalement, il y a une belle équation, c'est juste pour rigoler que je l'ai mise parce qu'on ne va pas en détailler, c'est qu'en fait, ça obéit à une loi qui est bien connue. Ça s'appelle la loi de Gauss. Et cette loi, elle dit quoi? Elle dit que si mon expérience, elle est gaussienne, bon, au sens normal, au sens tout va bien, et que en fait, j'ai pas besoin de connaître toutes les valeurs. C'est-à-dire qu'en réalité, si je fais par exemple 5 mesures et que je sais que c'est gaussien, d'où ceux qui ont fait du process en production, on appelle ça le SPC. Hein, voilà, je vois quelqu'un qui dit oui, donc ça vous parle, ça vient de là en fait. Je fais quelques mesures, comme mon process il est supposé être normal, il est normal au sens Gauss, il obéit à une courbe de Gauss, et ben en fait, avec quelques mesures, je peux vérifier, je peux obtenir la valeur moyenne. En gros, je suis en train de dire quoi? C'est que pour avoir la valeur moyenne des hommes ou des femmes, de la taille, à 40 ans, j'ai pas besoin de les mesurer tous. J'en mesure quelques-uns, puisque c'est gaussien, je suis capable de trouver le point vert. J'ai mesuré les points bleus, mais je peux trouver le point vert. Parce que ça obéit à une courbe de Gauss. Ok? Ouais, ok. Et alors? Et alors? Eh ben, je reviens sur mon histoire d'ADC. Évidemment. Donc l'idée, c'est que si ma mesure, elle était gaussienne, en fait, mon ADC, je pourrais trouver la bonne valeur sans faire plein de mesures. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que si je mesure... oui, je sais, je suis un peu dur, mais vous inquiétez pas, le café arrive. Donc l'idée, c'est que je vais pouvoir, en suréchantillonnant, si je suréchantillonne, je fais plein de mesures, fausses, enfin, pas précises, mais que le process de mesure est maîtrisé, et que mon process de mesure et mon expérience est toujours la même. Donc je prends ma valeur. Donc je vous ai dit tout à l'heure, l'ADC, il y a un notage au début qui s'appelle l'échantillonneur bloqueur. Donc il fige la valeur. Donc la valeur, elle ne change pas. Okay, j'ai mesuré, je l'ai gelé. J'ai pris un instantané de cette valeur. Et maintenant, cette valeur-là, je la mesure plein de fois. Avec un instrument qui n'est pas précis. En fait, c'est pas grave. Parce que si ça obéit à une gaussienne, si c'est normal, au sens statistique, je vais en fait avoir, avec quelques mesures, retrouver la vraie valeur. Qui sera, donc aura une résolution en bits supérieure à mon instrument de mesure. L'exemple tout bête, c'est encore une fois la mesure avec un pied à coulisse gradué à la limite au millimètre. Soyons fous. Et je veux mesurer un truc au micron, en fait je peux le faire, il faut que je fasse plein de mesures. Statistiquement, je pourrais le faire. En faisant plein de mesures et en les moyennant, si c'est gaussien, je pourrais trouver la valeur au micron près. Il faut que je fasse assez de mesures. C'est un problème statistique. Ok? Donc, l'intérêt du suréchantillonnage, c'est de pouvoir, en fait, gagner des bits. Parce que, ou si et seulement si, la mesure est gaussienne. Donc, si et seulement si, l'ADC fait toujours la même. Il ne va pas donner la même valeur. Mais l'erreur de mesure, elle est naturelle. Ok? Alors bon, évidemment, c'est pas toujours le cas. Donc, un mauvais ADC, je vais suréchantillonner, ça va pas être parfait. Mais cette technique-là, elle est utilisée sur les ADC de compétition. C'est utilisé, donc soit on va mettre dans l'ADC des systèmes qui génèrent du bruit gaussien, qui va permettre de faire bouger l'horloge, ou bouger le signal, et donc d'améliorer la résolution de la mesure. Donc l'ADC en interne, il fait plein de mesures, en plus de celles que vous lui demandez, et il vous donne une valeur mesurée qui est une valeur moyenne. Enfin, moyenne au sens avec la courbe de Gauss. D'accord? Et de la même façon, si j'ai du bruit, et ben, si le bruit il est gaussien, et que je suréchantillonne, donc j'ai suréchantillonné un bruit gaussien, ben en fait le bruit baisse. Ok? Donc si je fais du suréchantillonnage, je peux, avec un instrument de mesure de bonne qualité, donc avec un bon ADC, un bon fontaine radio, tout ça, suréchantillonner va me permettre d'améliorer le rapport signal sur bruit. Alors si vous avez déjà utilisé les waterfalls et que vous moyennez les valeurs, vous vous rendez compte qu'en moyennant, vous vous retrouvez avec des signaux qui étaient noyés dans le bruit qui commencent à apparaître. Alors en fait, c'est tout bêtement le même principe. La mesure, elle est statistique. Si elle est gaussienne et qu'on fait des moyennes, on fait petit à petit apparaître. En gros, l'erreur disparaît, cette moyenne, et ce qui reste, c'est le vrai signal. Et donc en moyennant sur le waterfall, on va faire apparaître la vraie valeur. D'accord? Ouais. Ok. Alors, un petit exercice pour conclure sur cette partie-là, avant de faire une pause tout à l'heure. Un petit quiz pour voir si vous êtes tous endormis ou pas complètement. Donc ce qui nous intéresse, c'est de numériser un signal, par exemple dans la bande, à 14 mégas, donc 14 à 14 350. Et donc je veux construire un SDR pour faire ça.
Donc la question à 2,50 francs ou à 2 euros, c'est quelle est la bonne réponse? À quelle fréquence faut que j'échantillonne? Alors, vous avez vu, rien n'est laissé au hasard dans cette histoire. C'est con, hein, c'est pas gaussien du coup. On n'est pas prêt pour un café. Ouais, mais on y vient. Juste après, j'arrête. Donc, réponse 1 de Nyquist, 14 mégas 350 x 2. Ok, pardon. Réponse 2, bah, en fait, 350 kHz de bande, c'est tout ce qui m'intéresse. 14 à 1450. Donc finalement, il y a 350 kHz de bande. Donc finalement, je peux numériser à 2 fois 350. Donc 700. Oui, mais en fait, non, on fait l'échantillonnage complexe, on s'en fout de ton truc. 350, ça suffit. Ah merde. C'est quoi la bonne réponse? En fait, elles sont toutes bonnes. Désolé. Toutes les réponses sont bonnes. Ça dépend combien d'argent vous avez. Non, en clair, bah, toutes les valeurs sont possibles. Je peux suréchantillonner plein pot. Donc, exemple, ça, c'est ce que ferait un Nikon IC7300. Je numérise tout plein pot, par exemple. Toute la bande. Super rapide. J'ai les sous. Échantillonnage direct. On en parlera après. Ou bien, échantillonnage complexe, avec 2 ADC. Donc, je peux diviser la fréquence d'échantillonnage par 2. Ou bien, je transpose la fréquence à 0. Et puis, je numérise les 350 kg en réel. Ou bien, pareil, 2 ADC à 350. Donc, toutes les réponses sont bonnes. Sauf que dans ce cas-là, vous allez vous retrouver avec, à faire 28 millions de mesures par seconde. Dans ce cas-là, 350 000. Mais vous avez le même résultat. Ok? D'accord? Bon, finalement, la bonne réponse, c'est aussi qu'on a besoin d'une pause café. Et donc, je vous propose qu'on fasse une pause café. Je change de micro, on va prendre un micro qui sera peut-être un peu moins grave. Si vous m'entendez mieux, ce sera... C'est reparti? Comme en 14. J'ai pas dit. Alors, donc je vais faire une petite synthèse, puisqu'on a pris une pause café, on a déjà tout oublié. Donc, ce qu'il faut se souvenir sur les convertisseurs analogiques numériques, tu peux peut-être monter un... C'est bon le volume ou vous voulez que ce soit plus fort? Ça va? Il faut filtrer. 1, 2, 3, ouais, c'est bon, pas plus. Alors, donc ce qu'il faut se souvenir, en gros, c'est qu'une fois que c'est mesuré, c'est trop tard. Hein, c'est extrêmement important. Alors, pour paraphraser un ami OM français, le Grand 6, que beaucoup d'entre vous connaissent, il faut mettre du cuivre. C'est-à-dire que si on n'a pas bien filtré, qu'on a fait des cochonneries à l'entrée, on a numérisé, ben, fatalement, le signal derrière ne sera pas rattrapable. On a vu aussi qu'il fallait trouver un bon compromis entre la résolution du convertisseur analogique numérique et la fréquence d'échantillonnage, parce qu'on peut suréchantillonner, donc finalement on peut gagner des bits. Vous allez voir après qu'on ne peut pas suréchantillonner à l'infini, il va se poser des problèmes concrets. Et un autre point extrêmement important, c'est la stabilité du signal d'horloge. Donc finalement on peut tous être rassurés, on a encore du boulot pour aider les gens qui font du traitement des signaux et qui ne comprennent rien à l'électronique. Ouf. C'est de la provoque. Pas tant que ça en fait. Hein. J'enseigne, enfin à Supélec, j'ai des élèves, des fois ils croient qu'il suffit d'écrire 3 lignes de code pour faire un truc. Ça suffit pas malheureusement. Bref. Alors donc, on va maintenant rentrer un peu dans le vif du sujet sur l'aspect architecture. Le premier récepteur dont je vais vous parler, qui est en fait celui qu'il y a par exemple dans les clés RTL-SDR, c'est les récepteurs à conversion directe. Alors, vous voyez qu'il y a 2 convertisseurs analogiques numériques, qu'il y a un OL. Vous avez vu, tout à l'heure on a parlé d'échantillonnage complexe, on a parlé de 2 ADC qui faisaient des mesures en même temps. Bon, ben, on retrouve nos 2 ADC, tout ça. D'accord? Donc finalement, ça a un sens qu'il y ait 2 ADC. Ok? Donc le principe de fonctionnement, je ne vais pas trop détailler pour le moment, le principe de fonctionnement du récepteur à conversion directe, on a une fréquence d'oscillateur local, donc je vais prendre un exemple, on va écouter 144-300 par exemple, on va mettre l'oscillateur local sur 144 un tout petit peu moins que 300, ici, on déphase de 90 degrés, puisqu'il nous faut notre sinus et notre cosinus, hein, nos 2 fameux... Voilà, on a un filtre passe bas qui est fondamental parce que sinon on a un repliement. Donc il faut enlever les fréquences qui sont au-delà de la fréquence d'échantillonnage, un amplificateur avec un gain variable et les convertisseurs, et on envoie ça dans le PC. Ok?
Donc finalement, notre machin, qu'est-ce qu'il fait? Il a le déphaseur permet de générer les deux signaux, et donc on va échantillonner nos voies I et nos voies Q, et donc notre échantillon, on le mesure selon les... Enfin, on a deux mesures déphasées de 90 degrés, donc on sait dans quel sens ça tourne. Ok? Donc tout va bien. Je m'étale un peu plus pour l'instant. Alors, concrètement, on va rentrer un petit peu dans le... Je vais pas trop détailler pour le moment, hein. Je vais vous montrer un peu comment c'est conçu. Donc le tuner, la fameuse clé SDR, il y a deux composants dedans, en gros deux composants importants. Le premier qui est le récepteur à conversion directe de lui-même, qui donc est un composant qui fait que de l'analogique. Il y a l'antenne, un circuit de amplification, le machin qui est ici, c'est alors le 4000 ou le 820T, il y a des variantes. Ceux que vous trouvez aujourd'hui sont majoritairement à base de 820T2, c'est des évolutions du tuner. Donc ce machin-là sort deux signaux analogiques, voie I, voie Q, qui rentrent dans un deuxième composant, qui est le RTL2832U, qui est tout simplement, entre guillemets, deux convertisseurs analogiques numériques, 8 bits, théoriquement, et un machin qui permet d'envoyer ça dans le port USB pour que l'ordinateur reçoive des paquets avec les données I et Q. Ok? Donc finalement, qu'est-ce qui passe par l'USB? Il passe deux choses. D'un côté, il passe les échantillons, I et Q, à la fréquence d'échantillonnage qu'on aura demandé, et des instructions qui sont envoyées par le logiciel de commande, pour notamment, par exemple, régler la fréquence de l'oscillateur local. Donc vous avez, dans un sens, de la clé vers le PC, des flux de données qui correspondent aux échantillons qui sont numérisés à la fréquence d'échantillonnage que vous avez choisi. Et dans l'autre sens, des instructions qui lui disent, règle le gain, règle la fréquence d'échantillonnage, règle la fréquence centrale, et donc, évidemment, la majorité du débit, elle est dans ce sens-là, de la clé vers le PC. Ok? Donc, en gros, ça c'est un schéma trouvé sur un site chinois de clés SDR. Vous avez vu qu'il n'y a pas beaucoup de composants. De toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Vu le prix, on les paye. Il ne faut pas rêver. Alors, un point que je n'ai pas détaillé, mais ça c'est le fameux quartz de la fréquence d'échantillonnage qui est à 28 mégas. Donc, quand vous trouvez des modifications, il y a plein de gens qui proposent des modifs qui en gros les enlèvent et remplacent ça par des oscillateurs de meilleure qualité. Vous avez vu tout à l'heure l'importance de l'horloge. Ça, c'est une modif simple qui coûte pas cher à faire, mais qui permet de gagner pas mal. En changeant ce quartz-là et en mettant un quartz de meilleure qualité, il faut évidemment qu'il ait la même fréquence, mais avec un quartz qui a une meilleure stabilité, qui va délivrer un signal avec moins de jitter, on aura un rapport signal sur bruit qui sera meilleur. Okay, donc, premier composant ici, c'est le front-end, et deuxième composant ici, c'est la conversion analogique numérique. Bon, il y a des machins ici, ça c'est un récepteur infrarouge, parce qu'à l'origine c'est un tuner de télévision, donc il y a une télécommande. D'accord? En réalité, dans ce circuit, il y a des composants qui sont des fonctions qui ne sont pas utilisées. À l'origine, c'est un tuner de télévision, donc dedans, il y a des démodulations de la télévision numérique, qui est désactivée quand on passe en mode SDR. Je ne détaille pas plus. Donc en gros, deux composants, bon, c'est super compliqué. Il y en a un troisième qui est ici, qui est une EPROM, qui contient le programme que démarre ce machin-là. Voilà, trois composants, 20 € maximum. Ok? Donc j'ai mis entre guillemets 8 bits, parce qu'en fait, le convertisseur qui est dedans est de mauvaise qualité, et c'est pas vraiment 8 bits, mais je ne détaille pas plus pour l'instant. On va dire 7,5 voire 6. D'accord? Donc l'architecture qui est dedans, c'est tout simplement un récepteur à conversion directe, avec deux ADC qui vont numériser la voie I et la voie Q, qui vont nous permettre d'avoir notre signal complexe, donc d'avoir ce qu'on appelle l'échantillonnage complexe, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Alors les problèmes des récepteurs à conversion directe, je ne vais pas trop détailler, mais juste attirer votre attention sur un point tout bête, c'est comme il y a deux voies, on a vu tout à l'heure que il faudrait que les deux mesures soient prises en même temps. Ok? Puisqu'on dit qu'on déphase et on mesure. Donc on a dit c'est soit deux mesures séparées dans le temps, soit deux mesures prises en même temps, mais déphasées de 90 degrés. Évidemment, s'il y a deux mesures, la nature est faite de telle sorte qu'il est impossible que la branche I et la branche Q du récepteur soient rigoureusement identiques. Donc il y a forcément des défauts. Donc ça veut dire qu'il va y avoir, par exemple, la partie amplification de la voie I qui va être plus forte que la voie Q, le gain ne va pas être le même, le déphasage va pas être exactement 90 degrés. Bref, plein de problèmes qui vont faire que le signal ne sera pas propre. Et donc on aura des effets bizarroïdes dont on pourra reparler plus tard. Bon, il ne faut pas rêver pour ce prix-là, évidemment, vous ne pouvez pas implicitement, enfin on va voir c'est une escroquerie phénoménale, mais il ne faut pas espérer pour 20 $ avoir la même chose qu'un truc qui en vaut 10 fois plus. Quelque part, il y a une logique quand même, heureusement. Quoique. Bref, autre problème important du récepteur à conversion directe, c'est ce que j'ai représenté ici, enfin, ça c'est l'image que j'ai pompée, je ne sais plus sur quel site, c'est le fait qu'il y a un certain nombre de fuites, qui sont soit des fuites d'oscillateur local,
le fait est que l'oscillateur local est réglé sur la fréquence qu'on écoute. Donc, typiquement, ça pose un certain nombre de problèmes d'isolation. Donc, il y a une partie du signal qui se mélange dedans. On fera peut-être une manip cet après-midi dans l'atelier SDR, on fera une démo, peut-être si on arrive à la monter avec Jean-Louis, pour vous montrer ce qui se passe dans ces cas-là. J'en reparlerai plus tard. Donc, première famille, récepteur à conversion directe. Deuxième famille de récepteurs, on se dit finalement, puisque celui-là il n'est pas parfait, qu'il y a un Noël qui a tout ça, je vire tout, je fais le truc plus simple, je numérise en direct. Exemple du Comic 7300. Je numérise le signal, donc j'ai rien dedans, j'ai un ampli, un ADC, et boum, j'envoie tout au PC et tout va bien. Évidemment, ça paraît plus simple. Alors pourquoi c'est plus simple? Parce qu'il n'y a qu'une branche avec un ADC, donc le risque que les deux soient différents, il ne peut pas arriver. Donc a priori un signal meilleur. Le Perseus, là, il y en a un sur la table, vous verrez tout à l'heure. Là, le récepteur HF, il y a un seul ADC dedans. Il y a pas mal de récepteurs, le AirSpy, sauf erreur, je ne suis pas sûr. Je crois qu'il n'y a qu'un seul ADC aussi. Donc, évidemment, avec un seul ADC, on n'a pas tous les problèmes d'en avoir deux. Donc, les problèmes, c'est quoi? C'est que les gains ne soient pas les mêmes, que les horloges ne soient pas exactement les mêmes dans les deux voies, qu'on n'ait pas exactement 90 degrés. Donc, on enlève de fait d'en mettre qu'un, mais on enlève plein de problèmes. Donc, forcément, on a un signal de meilleure qualité. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'emmerde d'en mettre deux? C'est une bonne question. Donc finalement, le problème de ce truc-là, c'est qu'il faut que j'échantillonne 2 fois plus vite, puisque j'ai qu'un seul ADC, que la fréquence max. Du coup, si je veux un récepteur qui marche de 0 à 30 MHz, il va falloir que j'échantillonne au moins à 60. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est pour éviter d'échantillonner, alors que si on est intéressé finalement que pour écouter le 20 mètres, de 14 MHz à 350, finalement c'est un peu con, c'est un peu exagéré, je veux dire, donc on va utiliser souvent un oscillateur local qui va permettre de faire en sorte que la fréquence qui rentre dans l'ADC soit moins élevée, et donc on échantillonne moins vite. Mais on remet de l'analogique. Mais on remet de l'analogique. Mais ça a un intérêt certain, je vais expliquer après, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il va falloir les avaler, les échantillons qui arrivent derrière. Il va falloir les traiter. Le calcul, il faut qu'il soit fait en temps réel. C'est-à-dire avec un temps de latence maîtrisé. Et c'est là que les problèmes commencent. On n'a pas parlé d'informatique encore, on y arrive. Et donc là, on va avoir d'autres problèmes qui ne sont plus des problèmes d'analogie. Ok? Donc, l'idée, c'est que ici, en transposant ce signal à une fréquence plus basse, on va pouvoir échantillonner moins vite. Donc, la quantité d'informations, le nombre de mesures qu'on envoie, il est plus faible. Or, plus il y a de mesures à recevoir, plus il va y avoir de calculs à faire. Enfin, en tout cas, il faudra les faire dans un délai plus court. Du coup, il faudra plus de puissance de calcul. Donc, il faudra des processeurs beaucoup plus rapides. Donc, on a un compromis à trouver entre la puissance du PC. Finalement, si on achète une clé RTL-SDR à 20 €, mais qu'il faut un PC derrière un Core i7 dernière génération qui vaut 5 000 €, il y a un problème de fond. Ça va pas. C'est stupide. Il faut peut-être mettre 2 ADC. Ok? Donc, il y a un compromis à trouver. Si le PC, vous l'avez déjà, vous en foutez. Si en revanche, vous n'avez rien du tout, vous allez me dire, c'est gentil, mais je ne vais pas mettre 3 000 € dans un PC. Donc, il y a un problème de compromis à trouver. Donc, en fait, un point qu'on n'avait pas du tout évoqué quand on va commencer à parler, c'est que maintenant, ces échantillons, il faut qu'on les transfère dans l'ordinateur. La majorité, les systèmes d'ordinateur sont majoritairement à USB. Et il y a des cartes professionnelles qui sont des cartes qu'on met dans le bus PCI, on met physiquement dans l'ordinateur, et on utilise le bus PCI. Donc finalement, ce qu'il faut, ce bus USB en lui-même, qu'est-ce que c'est? C'est un bus série. Rapide, certes, mais bus série. C'est-à-dire que les octets, les données sont transmises bit par bit. Okay? Donc ça veut dire que mon octet, si j'échantillonne à 100 MHz, si j'ai 100 millions d'échantillons sur 16 bits, ça fait 100 millions fois 16 bits à envoyer. Donc ça commence à débiter pas mal. D'accord? Donc ça veut dire qu'il va falloir envoyer pas mal d'infos. Évidemment, comme c'est un protocole de communication, il n'y a pas que les données utiles, il y a tout un tas de cochonneries autour qui servent de signalisation, de protocole. Donc finalement, ce qui va réellement être utile pour nos signaux IQ sera un peu plus faible. D'accord? Donc sur un RTL-SDR, on transmet la voie I, la voie Q chacune sur 8 bits, donc un échantillon égale 16 bits. Donc il faut transmettre 16 informations de suite. Donc c'est-à-dire que le débit qui passe dans le fil de l'USB, il est 16 fois supérieur à la fréquence d'échantillonnage. Ok? Donc ça commence à aller, on voit que ça commence à pétroler un peu. Donc juste pour se rendre compte, j'ai essayé de mettre sur un graphique, alors qu'il n'est pas forcément le plus à jour, des différents débits pour comparer. Donc il y a en bleu le débit théorique, c'est celui qui est affiché dans les spécifications, qui est le débit écrit sur le papier. Et puis il y a ce qu'on peut réellement, en moyenne, en obtenir. Donc si on prend l'USB 2, on dit, voilà, l'USB 2 théorique, annoncé, c'est 60 mégabits par seconde, pardon. Non, mégaoctets, excusez-moi, je dis mégabytes, mégaoctets par seconde.
Donc c'est 60, en pratique 30. Alors concrètement, comment on le sait, vous mettez, exemple, vous mettez un disque dur externe de très bonne qualité, vous mettez un fichier énorme, une vidéo, puis vous regardez le débit. Si vous arrivez à avoir 30 sur votre ordinateur, vous avez de la chance. Si vous avez déjà essayé, vous vous rendez compte que vous êtes à 10, 12, 4, mais rarement 30. Ok ? Donc il y a un problème. Le débit maximum sur les... Ça sert à rien d'échantillonner trop vite si les données, on ne sait pas les transférer. Ok ? Donc pour info, on a le réseau, 10-100, on est beaucoup moins long de l'USB, gigabit Ethernet, et puis ça c'est du Wi-Fi pour vous montrer. Donc on voit bien qu'il y a un problème. Faire passer dans du Wi-Fi une donnée, des données gigantesques, ça passe pas. Non, ça coince. Le débit n'est pas suffisant. D'accord ? Et puis ça c'est pour info, ce qu'on a sur un bus SATA, sur un disque dur. Ok ? Donc juste pour info, si j'ai 30 mégaoctets par seconde, ça me fait 15 mégas de bande. Avec 8 bits. IEQ, 1 octet, il faut 2 octets par échantillon. Donc 15 millions d'octets d'échantillons par seconde me fait 30 millions d'octets par seconde. D'accord ? Donc on voit qu'avec, dans le meilleur des cas, on ne fera pas plus que 15 mégas. Sur un bus USB 2. Dans le meilleur des cas. Évidemment, s'il me faut 2 octets par échantillon, et pas un seul, c'est-à-dire du 16 bits, ça descend à 7,5. Donc concrètement, mettez pas un truc super rapide si votre PC ne sait pas les traiter. Déjà rien qu'au niveau de l'USB, il y a une limite. Ok ? Alors il y a l'USB 3 aussi, donc pour comparer, j'ai mis les différents débits. Donc on voit qu'on passe quand même dans l'USB 3 de 480 à 5 Go. Voilà, super. On va pouvoir mettre des SDR qui numérisent toute la bande. Extraordinaire. Alors bon, on voit qu'on pourrait mettre avec de l'USB 3, donc j'avais fait un petit calcul, on pourrait avoir 150 mégas de bande. On pourrait imaginer numériser de 0 à 150 mégas, super, toutes les bandes décales, le VHF, l'AFM, tout, super, nickel, avec 16 bits. C'est extraordinaire. On va voir qu'après, il faut un PC. Et on n'a pas fini les problèmes. D'accord ? Donc, en supposant qu'on ait de l'USB 3 qui va bien, théoriquement, ça passe. Ok. Vous avez suivi ? Donc, concrètement, sur les PC, quand vous mettez une clé sur un bus USB 1, 2 ou 3, il faut regarder où on branche. Et si on ne branche pas sur la bonne prise, notamment entre les prises USB qui sont en façade ou les prises qui sont derrière, si elles sont bleues ou blanches ou rouges, elles n'ont pas la même débit maximum. Donc des fois ça ne marche pas. C'est pas le logiciel, c'est pas la clé, c'est juste le bus USB qui n'arrive pas à suivre. Ok ? Ça ressemble très bien à l'audio. Oui, on entend des clac-clac. Ouais, au mieux c'est des clac-clac, effectivement. Et il y a d'autres petits pièges, c'est de temps en temps, en fait ça coupe. Alors moi je me suis fait piéger, j'en parlais à Jean-Louis, avec un AirSpy. Il y a un mode spécial où il met, en gros il cherche à, alors, je vais la faire courte, l'AirSpy il y a 12 bits utiles, donc, alors qu'il transmet 2 octets, 16 bits. Donc il y a 4 bits qui servent à rien. Donc ils ont trouvé une combine où ils enchaînent, en gros on utilise les 4 bits qui restent pour commencer l'échantillon d'après. Donc on a un mode qui utilise moins de débit sur l'USB, donc ça marche très bien. Sauf si de temps en temps vous perdez un échantillon. Ben là c'est n'importe quoi. Et en fait, moi j'avais des signaux bizarroïdes, j'avais du bruit, j'avais un synthé de course, je mettais mon signal, je regardais sur le spectre, j'avais un truc bizarre. Je me suis dit, j'ai un bug dans mon code. En fait, au bout d'un moment, je me suis dit, le seul bug qu'il y a, c'est l'USB. Je perds des échantillons. Et comme j'en perdais un bout de temps en temps, les 4 bits qui étaient... ça faisait n'importe quoi. Et ça, mais pourtant je pouvais décoder quand même. Je ne le voyais pas, ça ne s'entendait pas à l'oreille. Il n'y a aucun contrôle d'erreur là sur le début, là. Il n'y a pas de CRC avec les... Si, mais il n'est pas restitué au niveau de l'interface graphique du logiciel. Ouais, donc ça fait une erreur, oui. Ça fait une erreur, mais c'est tout. Ouais, exactement. Donc on voit le spectre s'afficher, sauf qu'on voit des signaux parasites apparaître. Et en fait, c'est pas des signaux parasites, c'est que comme les bits sont complètement mélangés, on mesure n'importe quoi. Et comme on est à 10 mégas, on s'en rend pas compte. Un signal de bande droite, on ne s'en rend pas compte. Donc attention, il faut que la prise sur laquelle vous branchez le SDR concrètement soit adaptée au débit que vous demandez. Alors donc, dans ce qu'on va raconter derrière, on va faire l'hypothèse que tout ça c'est bon, on a fait l'hypothèse qu'on avait les ADC qui vont bien, on fait l'hypothèse que vous avez branché sur le bon port USB, que vous avez un PC de bonne qualité avec de l'USB qui marche. Donc ce qu'on reçoit, on va dire que c'est IEQ comme d'hab. Okay, on s'occupe plus de... On considère que tout est parfait jusque-là. D'accord ? Et maintenant on va s'occuper de l'aspect calcul qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'on fait comme traitement ? Donc, pour faire un résumé de ce qu'on s'est raconté, on a raconté tous les problèmes d'échantillonnage, les problèmes de machin. On a rapidement évoqué les problèmes d'architecture possible, et on vient de parler de comment on emmenait les échantillons jusqu'au processeur. Donc on en a un point où on considère qu'on oublie le hardware, et que ce qui rentre, c'est un flux de données IQ, pour faire ça, des mesures, à une cadence régulière. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est faire du traitement et afficher des belles choses. Alors, comme vous avez pris du café, que vous êtes réveillé, je vais vous remettre 2-3 équations
Et après, j'arrête. D'accord? Donc, dans ce qui nous intéresse dans la suite, on va considérer qu'on a IQ. Alors, pourquoi I et Q, entre parenthèses? I comme in phase, donc non déphasé, et Q comme en quadrature, donc déphasé. C'est de là que ça vient. Ok? Donc, maintenant, on s'en fout que ce soit conversion directe ou échantillonnage direct, ça n'a pas d'importance. On a des données I et Q et on traite les données IQ. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire de ces certaines données pour écouter notre QSO favori ou démoduler notre modulation bizarre? Donc, on va parler de logiciel. Donc, on ne fait plus de hard. D'accord? Pour l'instant. Alors, aïe, ça va piquer 2 minutes. Alors, Pythagore, ça va vous rappeler des souvenirs, j'imagine. Voilà. Donc, Pythagore, je vais très rapidement vous introduire 2 belles équations. Donc là, on va dire qu'on a un triangle. Donc, IQ, donc vous avez ici, c'est un triangle. D'accord? Voilà, hop. Vous vous souvenez de cette histoire d'hypoténuse et de machin, de truc. Donc, simplement, je vais être assez rapide. L'amplitude, donc la longueur du trait vert, c'est la racine carrée de la longueur des côtés qui sont là. Ok? Ça, c'est M. Pythagore. Et accessoirement, l'angle θ, entre le trait noir et le trait vert, alors c'est arctangente, bon, c'est I sur Q. Ok? C'est F cours de mathématiques, de géométrie et de il y a longtemps. On a tous oublié, évidemment. Ok? Donc c'est juste un petit rappel. Donc en gros, dans un cas, on mesure la longueur du trait, dans l'autre cas, on mesure l'angle. Ok? Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ces machins-là? Eh ben, alors, AM, modulation d'amplitude. Waouh! Boîte très utile. Et bien en fait, pour démoduler de la M, il suffit de mesurer la longueur de ce machin-là. Et on a la M. Donc la modulation d'amplitude, c'est la variation de la longueur du trait vert. Ok? Donc si je prends mes échantillons IQ, je calcule racine carrée de I carré plus Q carré, j'ai la M. J'ai l'audio. C'est magique. C'est tout court. De la même façon, si je veux démoduler de la fréquence, ce qui m'intéresse, c'est l'angle, la phase. La phase, c'est cet angle-là. Donc si je mesure I sur Q périodiquement, j'ai la phase. Ok? Donc, si je veux faire un récepteur à M, je prends I, je le mets au carré, plus Q au carré, racine carrée, ça se fait sur une calculatrice, j'envoie ça dans le haut-parleur, j'ai de l'audio, c'est de la M. Si je fais I sur Q, je prends la tangente de ce machin-là, j'ai la phase, j'ai l'audio, c'est de la FM. D'accord? Bon, finalement, c'est tout con, il suffit juste de faire un calcul. Mais il faut le faire assez vite. Alors, c'est pas si simple que ça, on va y venir, mais voilà l'idée. D'accord? Donc finalement, quand dans HDSDR, par exemple, vous cliquez sur un bouton de démodulation, ce que vous faites, vous changez juste la formule de calcul. Les données IQ, elles arrivent en continu, et en fonction de la modulation que vous avez choisie, FM, AM, USB, LSB, CW, machin, vous allez changer la formule de calcul qui est utilisée pour envoyer les échantillons audio. Donc on rentre un échantillon complexe, IQ, on choisit la formule, et on récupère une valeur, et cette valeur, on l'envoie au parleur. Et voilà, on a fait un récepteur SDR. C'est pas compliqué. Réellement, c'est ça le calcul. Hein. Évidemment, et on va voir après qu'il y a des petites utilités complémentaires. Donc le sous-programme de calcul qui va être choisi, qui va être exécuté par l'ordinateur, va dépendre du choix de modulation. Donc à chaque modulation, on a un ensemble de calculs simples qui vont permettre de faire le traitement. Donc, on va prendre maintenant un exemple, logiciel HDSDR. Donc là-dedans, vous voyez, il y a en haut un waterfall, vous connaissez, ici une vision du spectre, ici des choix de modulation, le VFO, le machin. D'accord? Donc vous connaissez tout ça, le reste. Donc ce que je vais maintenant faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu, je vais vous expliquer les formules magiques derrière tout ça, pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc on va évidemment retomber sur ce qu'on a dit au départ, hein, il n'y a pas de secret. On va reparler de Fourier, de Shannon, de tout ça. Et vous allez voir là-dedans, où est-ce que ça vient se coller. Alors de la même façon, là je fais de l'autopromotion, donc ça c'est mon soft. Bon évidemment on retrouve les mêmes ingrédients, hein. C'est clair. Et puis sur un IC7300, on a un affichage ici avec un beau waterfall, c'est pareil, c'est exactement le même calcul sauf que c'est dans la boîte. Vous avez acheté une carcasse en ferraille dans laquelle il y a un processeur qui fait le calcul que vous auriez sur votre PC. Mais c'est la même chose. Donc ce qu'il faut se souvenir, c'est que cet affichage de spectre, vous vous souvenez tout à l'heure on a parlé de Fourier, c'est rien de plus que la transformée de Fourier du signal. Donc on fait un calcul qui va retrouver les composantes fréquentielles du signal qu'on va afficher sous cette forme-là ou sous cette forme-là. D'accord? Je vais détailler un petit peu après. Donc en fait, cette transformée de Fourier, qu'est-ce qu'elle fait? Cette transformée de Fourier, il y a une autre façon de la représenter, c'est d'imaginer qu'on a une batterie de filtres passe-bande. En gros, vous avez, il est là d'ailleurs, non, il n'y en a pas là, un équaliseur audio. Si vous avez une chaîne hi-fi avec un équaliseur audio, vous voyez apparaître des LED qui clignotent en fonction de la bande. En gros, vous pouvez imaginer que la transformée de Fourier, c'est une banque de filtres très étroits, donc des filtres qui font pas 16 mais quelques kHz. Et
Donc on a le signal qui rentre, on fait un filtre passe-bande très étroit, on a un détecteur des modulateurs